Du labo à la start-up, vous souhaitez vous lancer, ils et elles sont là pour vous accompagner. Donc je vais inviter les panélistes suivants à me rejoindre sur scène pour ensuite mener cette table ronde. Donc Daniel Gerge, Vincent Lamande, Emmanuel Denoux, Stéphane Lefebvre-Soli, Marianne Laurent et Olivier Mignan. J'espère que j'ai bien prononcé vos prénoms et noms de famille à chacun. Merci. Est-ce que vous avez bien pris tous un micro? C'est parfait. Installez-vous, je vous en prie. Le plateau est à vous et vous avez, pareil, une bonne demi-heure pour explorer ce sujet. Merci beaucoup. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'introduire cette table ronde du labo à la start-up où on va parler de l'écosystème d'accompagnement. Alors, j'ai noté, puisque l'objectif, ça va être de vous donner un retour concret quand on parle d'accompagnement, de quoi on parle. Mais juste pour aborder notre écosystème en Bretagne, j'ai noté, on croit à nos entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on va essayer d'illustrer. Il y a beaucoup de bienveillance. On est dans un moment aujourd'hui d'accélération où il y a beaucoup de choses qui se passent. On fonctionne en réseau. C'est tout ça qu'on va essayer de vous montrer au travers de cette table ronde parce que c'est parfois un petit peu conceptuel, l'accompagnement. Donc je me présente, je suis Daniel Gergès. J'interviens aujourd'hui au titre des 7 technopoles de Bretagne. Donc je dirige l'une d'elles qui est le pool basé à Rennes et Saint-Malo et qui adresse l'île-et-Vilaine. Mais il y a 6 autres technopoles qui sont basés à Brest, à Quimper, à Lannion, à Saint-Brieuc, à Vannes et à Lorient. Le métier des technopoles, c'est historiquement d'accompagner l'innovation et l'entrepreneuriat issus des travaux de recherche ou fortement en lien avec la recherche. Donc on a créé historiquement des liens avec toutes les structures de cet écosystème, les établissements, mais tous les gens qui participent à la chaîne de l'innovation. Et effectivement, nous-mêmes, quand on accompagne, on fonctionne dans le cadre d'un réseau que vous allez découvrir ici pour accompagner les entrepreneurs. Alors, je vais juste dire peut-être 2 mots sur un des outils qu'on utilise, qui est un outil régional, qui est l'incubateur Emergis, qui participe à cette chaîne d'accompagnement et qui nous est confié par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et également la région Bretagne. Nous sommes aussi également des outils métropolitains, chacun sur nos territoires. Donc, voilà, on a un petit peu une tour d'observation sur cet écosystème. Pour vous parler d'accompagnement, je vais être entouré, on a la chance d'avoir des gens qui représentent les principales structures ou tous ceux qui sont au quotidien au contact des chercheurs, de ceux qui entreprennent, et aussi des entrepreneurs qui vont vous faire part de leur expérience. Ils ont décidé de se lancer dans la start-up il y a quelques années. Ils sont actuellement encore dans leurs aventures, mais les mieux, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc, je vais les laisser se présenter, puis on va démarrer tous ensemble. Olivier ? Oui, bonjour, donc Olivier Mignan, je suis chercheur à l'Université de Bretagne occidentale et je suis cofondateur d'une société, d'une biotech qui s'appelle Calcium et qui développe donc des anticorps pour le traitement des maladies auto-immunes inflammatoires. Bonjour, Marianne Laurent. Moi, je m'occupe du marketing dans une start-up du numérique qui s'appelle Aclio. Et donc, nous, on est des experts des protocoles de communication pour l'Internet des objets. On a un essaimage de l'IMT Atlantique ici à Rennes. Donc, Emmanuel Denoux, moi, je suis chargé d'affaires innovation chez BPI France, à Rennes, là, depuis longtemps. Donc, j'ai vu beaucoup de start-up démarrer, certaines grandir, et c'est très plaisant. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Lamande, président de la SAT Ouest Valorisation. Donc, nous sommes la filiale de transfert de technologie des établissements de Bretagne et de Pays-de-la-Loire. On accompagne 25 établissements sur tout ce qui relève des partenariats industriels et aussi bien sûr du transfert de technologie, incluant la partie start-up. Bonjour, Stéphane Lefebvre-Soli, je suis investisseur au sein d'une société de gestion qui s'appelle UI Investissement et j'ai plus particulièrement en charge la gestion du fonds de co-investissement de la région Bretagne qui s'appelle Braise-Up et qui investit dans des jeunes entreprises innovantes bretonnes au stade de l'amorçage ou du pré-amorçage, donc dans des stades de maturité très jeunes. Eh bien, merci à tous. Emmanuel, je vais commencer par vous parce que BPI, que ce soit nationalement ou localement, via vos dispositifs, vous avez une tour d'observation. Vous voyez en gros passer l'ensemble des projets Deep Tech du territoire. On a parlé d'accompagnement, mais c'est un terme qui est un petit peu conceptuel, qui recouvre
plein de réalités. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par l'accompagnement d'un chercheur ou d'un futur entrepreneur ? C'est vrai que accompagnement, c'est un mot qui est tellement pratique que tout le monde l'utilise tout le temps à tout bout de champ et ça recouvre beaucoup de réalités différentes. Et il y a plusieurs enjeux dans l'accompagnement. Il y a l'accompagnement qui relève effectivement de la sensibilisation, de la pédagogie, de aider à faire grandir, à faire maturer, à construire un projet. Et puis il y a d'autres accompagnements qui peuvent consister à financer, et c'est là que nous, BPI France, on intervient avec des dispositifs d'aide publique. Et donc quelque part, moi je vais essayer de m'interdire d'utiliser dans la suite de la table ronde le mot accompagnement, parce qu'en vrai, nous, on est appréciateurs et financeurs, et on intervient un peu après d'autres types d'accompagnement qui, s'ils ont été bien faits ou suffisamment complets, nous permettent d'apprécier favorablement et de financer. Ok, merci. Ouais, donc il y a vraiment la dimension accompagnement entrepreneurial, mais également financière. Alors on n'avait pas prévu de s'interdire d'utiliser le mot accompagnement. Je pense que la suite va être compliquée. Pour moi tout seul, hein, je prends cet engagement tout seul. Je vais vous poser une question, Vincent Lamande. Donc vous représentez la SAT, qui est un petit peu la porte d'entrée, ou en tout cas qui agit de manière très très amont dans un projet entrepreneurial. Peut-être un petit peu représenter votre rôle et votre vision justement, vous, de l'accompagnement. Oui, en fait, on est une des portes d'entrée importantes, je pense, pour une première discussion, puisqu'on accompagne les chercheurs et les laboratoires. Donc, on est plutôt leur premier interlocuteur. Donc, c'est vers nous qu'ils vont se tourner pour identifier si oui ou non ils peuvent continuer l'aventure et poser leurs premières questions. Donc, typiquement, le métier a pas mal changé aussi. Donc, je voulais peut-être passer 2 messages, parce que j'imagine qu'autour dans cette assemblée et peut-être aussi à distance, vous avez tous des profils assez différents. On accompagne 2 types de profils, j'allais dire, à la fois des jeunes chercheurs ou des chercheurs confirmés qui ont envie de pousser leurs résultats de recherche pour faire de la création d'entreprise un nouveau projet pour eux. Et donc là, on intervient avec eux dans ce contexte-là. Et puis on intervient aussi dans un autre contexte qui est qu'on est de plus en plus contacté par des porteurs de projets potentiels externes qui ont déjà, par exemple, soit créé une entreprise et puis ont des velléités de monter une nouvelle start-up et qui s'interrogent de savoir si, dans un contexte académique, il y a des technologies qui peuvent éventuellement les intéresser. Donc, on accompagne ces 2 profils très, très différents avec des méthodes assez différentes. Donc, ce qu'on a mis en place cette année pour le premier profil, j'en profite pour vous dire ce qu'on met en place d'un peu nouveau sur l'accompagnement des chercheurs en particulier. On se dit qu'il n'est plus nécessaire aujourd'hui de passer par la case « j'ai une invention, je vais déposer des brevets, je vais faire un programme de maturation », mais que le chercheur, il a peut-être carrément une velléité sur la base de son invention qui n'est pas encore complètement protégée, de se projeter sur la partie start-up. Et donc, dans ce cadre-là, la proposition qu'on fait, c'est un accompagnement où les équipes de la SAT, Ouest Valorisation, le chercheur et puis, en l'occurrence, un expert externe, allons travailler dans une première étape sur défricher les premières questions qui peuvent se poser pour voir s'il y a matière ou pas matière pour pouvoir simplement imaginer un projet de création d'entreprise. Donc, même avant des programmes d'investissement en maturation, on va se poser la question de savoir si ces travaux peuvent éventuellement avoir une trajectoire de start-up. Donc ça, c'est un des points super importants qu'on met en place et sur lequel on a un très fort enthousiasme de la communauté scientifique. L'idée de valider très très tôt, en fait, dès l'invention, en fait, le parcours entrepreneurial ou l'utilité, en fait, et le marché, je crois que c'est quelque chose pendant la préparation qui est revenu à plusieurs moments. Stéphane Lefebvre-Solide, pour BriseUp, vous intervenez un peu plus tard dans le financement, en fait, d'entreprises qui ont déjà voulu se lancer. Ces entreprises, donc vous les voyez arriver, elles sont plus ou moins accompagnées. Comment vous les percevez? Quel regard vous portez sur leur parcours et à quel point c'est important qu'elles soient elles-mêmes prises en compte dans cet écosystème? Alors, il est pour nous, en fait, aujourd'hui, on voit aujourd'hui qu'il est critique pour une société d'être accompagnée. Si on prend le cas de la Bretagne, il y a une qualité d'accompagnement qui est juste de premier plan. Il y a des outils aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années qui vont permettre de pouvoir enrichir votre parcours entrepreneurial.
Pourquoi c'est important? Pour nous, il y a 3 raisons majeures. La première, le fait d'un moment donné d'avoir une démarche proactive pour être accompagné. Et ça prouve que vous êtes en train de muter votre ADN de celui de chercheur à celui d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être capable de s'entourer des bonnes expertises. Aucune success story dans le monde aujourd'hui, il n'y a aucun entrepreneur qui est arrivé seul. Il a su à un moment donné s'entourer des bonnes personnes. Et cette démarche-là, c'est celle que vous devrez avoir dans toute votre vie d'entrepreneur. C'est dans votre entreprise, c'est grandir avec des expertises que vous allez pouvoir. Un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre, c'est sa capacité à attirer des talents et à les manager. Le deuxième point, qui est un plan encore plus important peut-être, qui est aussi important, c'est le temps. En fait, lorsqu'on crée une entreprise, il y a une notion de temps qui est très importante. Il y a un temps incompressible, celui d'accès au marché en fonction de la rupture technologique que vous avez. Celui-là, il est très difficile de pouvoir souvent le réduire. Par contre, il y a des temps qui sont compressibles. C'est celui de pouvoir bénéficier de l'expérience et de l'expertise des gens qui vont vous accompagner. Ça, c'est un point important parce que vous vivez dans un monde concurrentiel. Et si votre technologie est bonne, si elle répond à un besoin de marché, dites-vous qu'il y a d'autres acteurs qui vont s'engouffrer sur cette brèche-là. Et plus vous arriverez tôt et avec le bon niveau de compétences, d'expertise sur ce marché, plus vous augmenterez vos chances de succès. La troisième raison pourquoi il faut être accompagné, de notre point de vue, c'est que vous changez finalement, en tant que chercheur, vous allez passer du monde de la recherche au monde de l'entrepreneuriat. Et c'est des mondes avec leurs propres codes. Et ces codes-là, il va falloir les apprendre. Et vous allez l'apprendre parce que vous allez être bien accompagné. C'est des notions de... Concrètement, il n'y a aucune technologie qui se vend sur un marché. On vend une offre de valeur, on vend un produit, un service. Ces notions-là, vous devez les acquérir. Les notions de comment se faire accompagner, comment structurer son plan de financement, ça c'est le rôle des accompagnateurs. Et nous, fonds d'investissement, on regarde beaucoup ça. C'est finalement, en tant que chef d'entreprise, futur ou chef d'entreprise, c'est comment vous avez réussi à profiter d'un environnement pour optimiser vos chances de succès. Merci Stéphane. Alors, on a utilisé ce mot beaucoup. Je pense que pour l'illustrer et puis rentrer vraiment dans la compréhension, ça veut dire quoi d'être accompagné? Le mieux, c'est peut-être de vous écouter, raconter un petit peu vos parcours. Je crois que Calcium, qui est donc une biotech, a été créée en 2020, c'est ça? Oui, en plein Covid, oui. Voilà, au bon moment. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur peut-être les principales étapes de ce parcours et comment vous définissez de votre point de vue d'entrepreneur cet accompagnement? Alors, déjà, je suis là aussi pour témoigner que monter une entreprise biotech en Bretagne et encore plus à Brest, c'est possible. Donc, il faut vraiment croire que les projets sont possibles. Et je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire sur la nation d'accompagnement. C'est que quand Calcium est né, donc en 2020, ça faisait déjà quelques temps que je réfléchissais à ce projet. Et sans les accompagnateurs, alors principalement la SAT, que je remercie encore pour l'accompagnement qui a eu lieu, ce premier accompagnement, les choses sont très compliquées. En fait, j'entendais parler de code. Lorsque vous êtes chercheur, comme moi, dans un laboratoire, il est très rare que vous ayez les codes. Il est très, très rare que vous compreniez les enjeux. Il est très, très rare que vous sachiez par qui vous faire accompagner et ce qu'on va vous demander. Et en fait, moi, ce que je peux passer comme message qui me paraît important, c'est qu'il faut être apprenant. C'est-à-dire que vraiment, vous allez changer de paradigme, vous allez changer de métier. C'est-à-dire que vous allez apprendre un autre métier. Et être chercheur, fondateur d'une société, c'est apprendre à savoir ce que veulent les autres et à savoir ce que veulent les accompagnants. Désolé pour l'emploi du mot. Et en tout cas, c'est savoir ce qu'on va vous demander. Et c'est des mondes vraiment différents. C'est-à-dire les enjeux financiers qui sont associés à une biotech, qui sont très importants. C'est des mondes qu'il faut appréhender pour pouvoir avoir accès à ces finances. Et ensuite, dans mon accompagnement, je crois que si je retiens quelque chose, c'est la notion d'équipe. Un projet, il peut être très très bon. Vous pouvez avoir la meilleure science du monde, vous pouvez avoir la meilleure cible biologique ou ce que vous voulez. Sans une équipe qui vous accompagne pour le monter, alors l'équipe, c'est vos partenaires au sein de la société, c'est les gens à qui vous allez faire la science, et puis c'est les gens à qui vous allez faire le business. Et ça, cette équipe est fondamentale. Et quand cette équipe se construit avec l'aide des accompagnants, justement, vous allez pouvoir aller voir les autres, aller voir les VC, les financeurs, la BPI et tout ça. Donc en fait, c'est un parcours qui prend du temps. Donc il y a une notion de temps qui est importante. Et vous changez d'échelle de temps, en fait. C'est-à-dire, dans votre laboratoire, à part quand on vous dit que vous avez une ANR de 36 mois, la notion de temps, je ne l'appellerai pas très prégnante.
lorsqu'on est dans la notion de créer une société, chaque chose a son temps. L'amorçage, le seeding, puis les levées successives. Il faut apprendre à savoir quand on a besoin de l'argent et à qui le demander. Donc en fait, le conseil que je peux donner initialement, c'est que cet accompagnement qui est vraiment présent sur le territoire, hein, ça je tiens à le dire, et qui en plus dont l'offre augmente. C'est-à-dire quand j'ai pu commencer et quand je vois maintenant tous les appels d'offres, quand je vois toute la structuration, l'offre d'accompagnement augmente. Et en fait, si parmi vous, il y a des enseignants, des chercheurs, quels qu'ils soient, qui veulent fonder une société, d'abord, il faut dire que c'est possible. Et puis ensuite, il faut se dire, je vais plus être moi-même, je vais apprendre autre chose, je vais faire autre chose, je vais savoir écouter et savoir parler aux autres. Voilà. Donc cet accompagnement, c'est vraiment sur la base de apprendre, en fait. Merci Olivier. Même exercice, Marianne Laurent, donc pour Aclio, on revient un peu sur les étapes de la création. Vous avez été créé il y a 6 ans, je crois, à l'IMT, c'est ça? Oui. Alors nous, on est un essaimage de l'IMT Atlantique, qui s'appelait alors Télécom Bretagne en 2016, qui est juste de l'autre côté de la rue. On est donc le fruit d'une recherche de 2 enseignants-chercheurs et professeurs émérites. Il y en a un qui est toujours aujourd'hui chercheur à l'IMT Atlantique et qui contribue en fait à la société par un mécanisme de concours scientifique. Alors ça, c'est tous les termes techniques, mais c'est pareil, c'est même un accompagnement ou une possibilité elle-même offerte par le ministère ou les ministères pour les chercheurs de garder un pied, ou en tout cas son activité de recherche, et quand même se lancer dans l'entrepreneuriat et faire que tous les fondateurs ou les initiateurs, en tout cas des innovations, n'ont pas à faire le grand plongeon à 100%, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, nos 2 chercheurs, ils ont inventé une technologie folle qui permet de comprimer drastiquement les communications, les flux de communication utilisés pour l'Internet des objets. Et en fait, ça permet pas mal de choses pour l'interopérabilité, la sécurité et l'efficacité énergétique de cet Internet des objets. Donc, dans les grandes étapes, en fait, la première étape clé, ça a été au sein de l'IMT, ils étaient encore chercheurs, et via les dispositifs de financement d'expérimentation, en tout cas avec Rennes Métropole, on a monté un super projet de suivi de la consommation énergétique des habitants, et sur lequel il y avait une bonne partie de la chaîne de valeur IoT qui était présente déjà sur le territoire. Donc il y avait Rennes Métropole comme client, il y avait des PME type Carlink, il y avait d'autres startups brestoises, rennaises et du territoire. Et en fait, on a testé la technologie sur toute une chaîne de valeur. Et là, ça a été le grand go. On a une offre, une proposition de valeur qui s'intègre bien, en tout cas avec ces acteurs-là. Et à partir de là, ça a été le grand départ. On a été lauréat du concours, alors il a changé de nom, mais iLab Émergence à l'époque, qui a permis de former les cofondateurs à tout un tas de sujets, à 360 en fait, sur l'entrepreneuriat, la création de start-up. On a été donc accompagné par l'incubateur de l'IMT Atlantique, dont je m'occupais à l'époque. Donc forcément, c'est une structure très chouette. Donc avec un hébergement, avec du financement et un accompagnement au quotidien. Donc il y avait le pool à l'époque sous le nom de Rennes Atalante, qui a apporté beaucoup d'accompagnement, notamment tout au début là, sur l'ingénierie financière. Il y a eu, via le dispositif Émergence, un financement d'études de marché. Et puis l'ouverture, en tout cas, d'un certain nombre de portes sur s'entourer d'avocats, d'aide au recrutement, enfin un peu tous les nouveaux métiers, en tout cas aux fonctions que l'entrepreneur doit... Je crois qu'Olivier, tu voulais réagir ? Oui, juste réagir sur le fait que le concours scientifique dont tu parlais, c'est vraiment un outil pour le chercheur de faire une demi-transition. C'est-à-dire d'être toujours impliqué dans le développement de son projet, tout en étant dans son laboratoire et pouvant même développer des collaborations avec la société. Et juste pour rebondir aussi, donc la société que je développe, Biotech, a d'énormes enjeux financiers, c'est des grosses sommes financières. Et l'accompagnement a consisté à commencer par de la maturation avec la SAT, puis à aller voir des fonds d'investissement, puis aller voir BPI. Et donc, c'est tous les acteurs présents ici à la table ronde qui ont participé en fait, à l'arrivée là où on est à, je l'espère, quelques mois d'une série A.
Et tout ça, c'est fait grâce à l'ensemble des acteurs ici présents. Donc c'est vraiment un ensemble de gens qui permettent d'y arriver. Est-ce qu'on peut parler d'un parcours? Parce qu'à vous entendre, il y a toujours il y a une succession d'étapes. Nous-mêmes, au niveau des technopoles, on essaye de guider dans ce parcours. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a un parcours type pour l'entrepreneuriat? Et si oui, comment on démarre un accompagnement? C'est quoi la bonne porte d'entrée selon vous deux? Alors, si je peux me permettre, c'est soi-même. En fait, la vraie porte d'entrée, c'est soi-même. C'est-à-dire que j'ai plein de collègues chercheurs qui ont des idées brillantes et qui n'osent jamais y aller, ou du moins qui ne se disent pas qu'ils peuvent le faire ou qui n'ont pas les clés pour le faire. Donc la première porte d'entrée, je pense, pour ce parcours, c'est soi-même. Ça, c'est officiel. Et moi, je dirais, c'est d'avoir. Moi, je suis pas créatrice de la société. Moi, j'étais référente sur tout justement le parcours d'accompagnement. Et en fait, pour moi, il y a une clé, c'est d'être entouré de personnes de confiance, avec une relation de mentorat ou en tout cas de guide, en tout cas là-dessus. Donc, ça peut être une personne d'un incubateur, ça peut être un coach ou un mentor créateur lui-même d'entreprise et qui a fait ce parcours par le passé et qui peut également faire profiter de son expérience, aider à ouvrir je vais pas dire les bonnes portes au bon moment, mais en tout cas de temporiser en tout cas les accès, parce que ça prend beaucoup de temps d'aller rencontrer tous les acteurs de l'accompagnement. Eux-mêmes, vous aussi, vous dédiez quand même beaucoup de temps. Donc c'est de le phaser et de se préparer en tout cas pour toutes ces rencontres. Effectivement, les coachs sont importants. Moi, j'ai fait 2 fois Matwin. J'ai remporté 2 fois le prix de l'innovation Matwin. Et là où j'ai du coaching. Mais après, une fois qu'on a fait le SWA, qu'on a décidé d'y aller, la notion d'équipe est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout faire. Et en tout cas, en tant que chercheur, c'est rare qu'on soit un bon businessman, qu'on soit un bon tout. Et je pense que c'est une équipe. C'est-à-dire, dans ce phasage, je vois l'envie personnelle de le faire, qui est souvent générée par la SAT, par exemple, qui vous dit « mais pourquoi tu n'irais pas » ou « pourquoi tu ne le ferais pas » ou « je pense qu'on peut y aller ». Et après, il faut la création d'une équipe qui me paraît clé. Merci beaucoup. Alors, cette porte d'entrée, quand on en parle entre nous, on se dit au final, il faut se lancer, c'est ce que vous dites. Et peu importe par où on rentre, finalement, on fonctionne très bien en réseau. Vous qui êtes des maillons de la chaîne d'accompagnement, Emmanuel, Vincent et Stéphane, quels sont les sujets, on parlait de l'équipe, quels sont les sujets principaux qui reviennent dans toutes les conversations que vous avez avec les entrepreneurs? Donc, on parle de quoi dans ces accompagnements? Si je peux commencer, au début, la première fois qu'on rencontre souvent les porteurs de projets qui sont issus de la recherche publique, on est amené à leur poser beaucoup de questions juste pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Et en fait, il y a très souvent un enjeu de pouvoir exprimer de manière lisible, simple et abordable ce qu'ils envisagent de faire, à l'issue des choses qui ont été trouvées, qui pourraient avoir une valorisation sur le marché. Et donc, il y a toute une phase pour eux, finalement, de clarifier une offre de valeur et de commencer à exposer un espoir de bonne capacité d'exécution. Et ça, derrière, c'est des choses qui vont être regardées attentivement par les investisseurs un peu plus tard, quand ça commencera à prendre forme, parce que pour eux, c'est clé aussi. Et donc, souvent, on est souvent les premiers confrontés à cette réalité qu'il faut faire progresser plein de choses, notamment la lisibilité de ce que les gens veulent faire. Et donc généralement, quand on les reçoit comme ça, on les renvoie vers les accompagnants un peu plus précoces pour que ce processus puisse avoir lieu et avance un peu plus. Et puis on leur dit de revenir nous voir un peu plus tard, quand des choses seront plus claires, quand un début d'idée de mode d'exécution sera trouvé. Et à ce moment-là, nous, on risque d'avoir les premiers outils pour commencer à financer le processus de vie de la jeune entreprise. Merci. Oui, donc la lisibilité du projet, la capacité à exprimer clairement une vision. Vincent, je te voyais réagir. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je pense que, premièrement, je voudrais féliciter les établissements et BPI France de monter Deep Tech Tour, parce que c'est un événement sur lequel on peut se rencontrer, on peut discuter, et je pense que c'est déjà le premier échelon, discuter, confronter des idées. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, sur le terrain, nous, on s'est organisé aussi avec les collègues des technopoles, des incubateurs, pour pouvoir vous offrir un parcours où c'est le plus transparent possible pour vous, à savoir qu'on a un parcours, alors là, on est en Bretagne, un parcours en Bretagne, dans le cadre de SAT Incubateur Accélérateur, pour que vous puissiez avoir un accompagnement qui soit
indépendant des casquettes de celui qui vous accompagne. Ça, je pense que c'est très important. C'est vous qui êtes au centre du sujet. Et puis, on a la même chose en Pays de la Loire avec les technopoles de Pays de la Loire. Pour ce qui concerne l'accompagnement, évidemment, un chercheur, quand il vient nous voir, il se retrouve devant un monde qui est totalement différent de ce qu'il a connu, comme tu l'as bien dit. Simplement, derrière, il faut qu'on lui donne des clés pour qu'il comprenne le parcours qu'il va avoir, puisqu'il va être à la fois, comme ça a été dit, enseignant, il pourra rester enseignant, mais en même temps, il veut transférer sa technologie. Donc là, il a un rôle de transmetteur. On va pouvoir l'accompagner sur ces questions-là. Et aujourd'hui, on peut même aller, grâce à la loi, beaucoup plus loin, puisque la loi permet même aussi des mises à disposition de personnel. Vous pouvez passer 50% de votre temps dans l'entreprise. Donc ça, c'est un long parcours, mais quelque part, c'est hyper important au départ de savoir jusqu'où vous souhaitez pouvoir vous engager. Donc on a souvent ces discussions avec les enseignants-chercheurs sur le degré d'implication qu'ils veulent avoir dans le projet d'entreprise au-delà de l'invention qu'ils ont générée. Et puis après, évidemment, il y a toutes les problématiques qui sont celle de savoir s'entourer. Donc évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure, les investisseurs sont très vigilants sur la création de valeur. Donc il faut qu'ils aient l'impression qu'au-delà de la technologie, qui est forcément pour le chercheur une partie de sa vie, puisque c'est quand même lui qui a bossé pendant des années et des années sur ce sujet-là, eh bien, lui faire comprendre qu'il va falloir faire un autre travail. Ce n'est pas de mettre en avant la qualité scientifique, mais de révéler la valeur issue de cette qualité scientifique. Et ça, c'est vrai que c'est un travail au long cours qui nécessite des itérations. Et puis peut-être un dernier élément, on parlait d'ouverture d'esprit. Je pense que tous autant que nous sommes, il faut absolument qu'on soit ouvert d'esprit. En particulier, moi, ce que je vois depuis quelques années que je fais ce métier-là, c'est la professionnalisation. On est tous en train de monter en vraie puissance d'intervention avec des spécialisations qui nous permettent de donner les meilleurs conseils et d'arriver à accompagner beaucoup mieux. Donc ça, je pense que c'est un sujet super important et qui renvoie aussi à un accompagnement le plus adapté pour chacune des personnes. Merci. Ouais. On a parlé plusieurs fois de faire l'affront, finalement, c'est le passage entre le monde académique et le monde dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de sujets qui relèvent de la culture, de l'acculturation. On parlait par exemple dans la préparation de la culture du secret. Faut-il ou pas parler de son projet ? Cet accompagnement, finalement, il va nécessiter de parler à beaucoup de monde et de manière claire de son projet. Stéphane, est-ce que tu veux réagir sur ce point ou sur d'autres points que vous êtes amené à traiter qui relèvent de l'acculturation ? Comment on change son état d'esprit au fur et à mesure du temps ? Alors, sur l'acculturation du secret, en général, les accompagnants qui sont passés avant nous ont généralement fait très bien le travail. Ils ont un peu défriché le terrain, même si on arrive souvent avec des gens qui nous disent on voudrait, avant de commencer à discuter avec un fonds d'investissement, on veut signer une NDA, on vous donnera pas toutes les informations. En fait, à partir du moment où vous n'avez pas de transparence avec un fonds d'investissement, il n'y aura pas d'investissement. Soyons clairs, on a besoin de comprendre tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout ce qui va nous permettre de déceler la valeur réelle du marché de votre projet. Sur ce que tu disais tout à l'heure, on parlait tout souvent de la mutation en fait d'une technologie à une offre de valeur. Moi, quand on a des projets très deep tech, on a pour habitude de dire que, et on met les pieds dans le plat comme ça, avec souvent des chercheurs, en disant, vous savez, moi la technologie, moi je suis pas chercheur, pour moi une bonne technologie, c'est une technologie qui se vend, point barre. Et c'est une réalité, c'est juste une manière de dire, attention, vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde. Si elle ne se transforme pas en offre de valeur, c'est-à-dire si vous n'avez pas compris comment accéder au marché, quelles sont les contraintes des gens que vous allez avoir en face de vous, pourquoi elle se vendrait, mais surtout pourquoi elle ne se vendrait pas, alors elle restera une technologie et elle ne sera jamais un succès commercial. Donc, ce qui fait que pour nous, fonds d'investissement, on n'investit pas dans une technologie, on investit dans une entreprise qui va être capable de se développer et de devenir une entreprise leader. Et c'est le meilleur moyen de porter votre technologie, finalement, c'est d'en faire un succès commercial. Un des points souvent qu'on peut rencontrer dans les difficultés qu'on a, enfin en tout cas dans les difficultés qu'on rencontre, c'est souvent la négligence du temps d'accès à un marché et donc des besoins de financement. Au même titre, tout à l'heure on parlait de l'acculturation des chercheurs au monde de l'entreprise. Vous allez vendre une innovation de rupture, il va falloir acculturer un marché à cette innovation de culture. Ça nécessite des changements, ça nécessite du temps et ça c'est un point qu'il ne faut jamais négliger. Votre technologie peut être la meilleure du monde, c'est pas pour ça qu'elle va se transformer
comme par magie, on a un succès commercial. Il va falloir du temps d'acculturation, il va falloir recruter des compétences pour aller chercher ce marché-là. Merci Stéphane. Alors on parlait tout à l'heure, maintenant c'est des questions qui vont s'adresser à tous, hein, n'hésitez pas à réagir. On est dans une phase d'accélération. Il y a des transitions fortes là qui sont à l'œuvre, qui vont nécessiter de plus en plus d'innovation. On veut de plus en plus de startups deep tech. Aujourd'hui, dans cet écosystème que vous connaissez par cœur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que structure qui accompagnons, pour encore aller plus loin et passer une étape? Si je me positionne en tant que chercheur et en tant que porteur de projet, je pense que ce qui va falloir vraiment accélérer, c'est justement cultiver et former les chercheurs à comprendre les enjeux. Puisque c'est un obstacle majeur, en fait. C'est-à-dire que quand on veut financer son projet, effectivement, on a beau avoir la meilleure technologie du monde, c'est pas ce qu'il m'a fait, moi en tout cas, faire qu'elle a été financée. C'est pas cet aspect-là. Donc il y a un vrai enjeu sur faire comprendre aux porteurs de projet ce qu'on va attendre d'eux et quels vont être les enjeux de temps, de finances, de discours. Voilà. Ça, c'est un point, je pense, pour lequel il faut trouver des accroches. Vincent, on parlait de la collaboration entre les structures, de ce parcours qu'on essaye de simplifier dans le cadre du SIA au quotidien. Est-ce que tu vois d'autres sujets? Le sujet de la sensibilisation de la communauté scientifique, c'est absolument indispensable. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, il y a une ambition forte au niveau national de faire de plus en plus de start-up, puisque BPI souhaite en faire 500 annuellement, donc on n'y est pas. On n'y est pas, mais bientôt. En tout cas, pour faire ça, il faut aussi se dire qu'on va donner plus de chance à plus de jeunes. Je pense notamment aux doctorants. Donc là, notamment, on est en train de réfléchir aussi avec les écoles doctorales ou les collèges des écoles doctorales pour pouvoir non seulement sensibiliser mais aussi, le porteur du projet, mais peut-être aussi l'équipe scientifique et en particulier le directeur de thèse qui parfois est un peu réticent à l'idée de laisser son jeune chercheur partir trop tôt. Et donc il y a un vrai sujet d'acculturation dans le monde académique qui est très important. Donc ça, c'est un sujet qui est d'avenir et pour lequel il me semble que là, on a un enjeu collectif à mettre en place. Et puis peut-être, deuxième élément, sur l'aspect financement. Donc nous, on a beaucoup travaillé depuis qu'on est créé en 2012 à parler à ceux qui viennent plus tard sur la chaîne de création de valeur. Donc on parlait par exemple de l'aspect financement. Dans notre comité d'investissement, puisqu'on a un comité d'investissement qui se réunit à peu près tous les 2 mois pour sélectionner des projets dans la perspective de faire des maturations, donc des preuves de concept, donc on est bien en amont de la création d'entreprise. Eh bien, dans ce tour de table, on a les investisseurs, ceux qui vont potentiellement financer leurs projets. Et donc, ils nous donnent aussi les clés de comment, eux, ils vont pouvoir sélectionner ces éléments-là. Donc, je trouve que c'est absolument indispensable de se projeter sur quelle est la prochaine étape et d'anticiper sur les besoins de la prochaine étape, puisque c'est un processus qui va être séquentiel sur plusieurs années si on fait de la deep tech. Et je pense qu'on est tous en train de parler de deep tech dans cette table ronde. Merci. Alors, je vais vous poser à tous une dernière question, en se mettant de l'autre côté de la table et en réfléchissant aux enjeux des futurs entrepreneurs. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer, ou qu'est-ce qu'il faut comprendre sur notre écosystème pour que ça se passe bien, dans l'ordre qui vous va? Moi, j'ai juste un message à vous passer. Osez, quoi. Osez vous lancer. Pour les plus jeunes, vous pouvez pas, vous réalisez peut-être pas, mais vous avez la chance de vivre aujourd'hui dans un contexte de marché qui est juste exceptionnel pour pouvoir créer une entreprise, à la fois dans les structures d'accompagnement et les structures de financement. Je donne un exemple tout simple. Il y a 20 ans de ça, quand je faisais des introductions en bourse de sociétés, faire une introduction de société technologique sur le nouveau marché, qui n'existe plus, lorsqu'on levait 10 millions de francs ou 15 millions de francs, c'était un succès. Aujourd'hui, il y a des moyens d'avoir des sommes très importantes pour vous lancer. Donc, vous avez la chance d'avoir un écosystème qui fonctionne bien en Bretagne, qui est extrêmement efficient d'accompagnement, et vous avez des structures de financement qu'aujourd'hui qui financent des jeunes startups avec des montants qui sont des montants qui permettent de pouvoir aller jusqu'au bout de vos projets. Donc, allez-y. Nous, ce qui nous manque finalement, c'est un nombre de projets encore plus important. Donc, on est les premiers à chercher à avoir des chercheurs aujourd'hui qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que
la deep tech, c'est aussi là qu'on va créer les facteurs de différenciation au niveau national pour demain. Alors, je peux peut-être compléter en disant que les deep tech, biotech, c'est vraiment un environnement sur lequel il y a de l'argent actuellement et sur lequel il y a des moyens pour accéder à ces financements. Donc je pense qu'il faut les étoiles sont en train de s'aligner. Et si j'ai qu'un conseil à donner, c'est allez-y, quoi. Moi, un message qui a déjà été passé ce matin, mais puisque c'est un bon message, je le redis. Candidatez à l'appel à manifestation d'intérêt émergence. Comme ça, vous serez identifié comme étant potentiel porteur de projet. On pourra vous accompagner. Je fais un petit commentaire là-dessus qui vous touche tous. C'est, un regard, c'est la bienveillance de cet écosystème. En fait, dans tous ces dispositifs, et plus ils sont amont, vous n'êtes pas jugé. C'est plutôt un moyen de venir tester en fait quelque chose, éventuellement de déclencher une volonté. Mais s'il y a quelque chose qui est vrai sur cet écosystème, c'est sa bienveillance en fait. Donc, merci Vincent. Emmanuel ? Une petite remarque, on parle beaucoup de start-up deep tech, mais d'abord c'est des entreprises dont il s'agit, hein, et il n'y a pas une manière de démarrer une entreprise, et il n'y a pas que celles qui ont une étiquette donnée qui sont intéressantes. Et c'était pour dire aux gens qui auraient un projet d'entreprise, organisez-vous comme vous pensez que c'est pertinent, crédible et raisonnable, et puis si à un moment... si ce n'est pas au début, mais que c'est 2 ans plus tard que vous avez les moyens ou la clairvoyance pour accélérer fortement ou pour faire beaucoup plus de technologie, c'est possible aussi. Hein. Et donc, il ne faut pas se fermer sur la variété éventuelle des schémas de démarrage. Ils peuvent presque tous être accompagnés, évidemment de manière différenciée, hein, mais il n'y a pas qu'un moyen de démarrer, il n'y a pas qu'en allant chercher des investisseurs au bout de 3 mois, il y a plein de manières de faire, et donc ne vous bridez pas sur les manières de démarrer. Merci, Marianne. Moi, le conseil, ce sera sur le fait de sortir, d'échanger. Tu as parlé de secrets tout à l'heure, mais au-delà de ça, en fait, je pense que de par vos recherches, vous êtes souvent aussi animé par une vision ou un positionnement particulier de votre technologie. Et n'hésitez pas de sortir et d'en parler le plus possible. À Rennes, on en a beaucoup parlé, mais il y a, en comparant en tout cas avec des collègues entrepreneurs d'autres régions, la Bretagne et Rennes en particulier est un endroit qui est vraiment assez incroyable en termes de maillage et de facilité d'accès à un réseau très riche et de très très haut niveau. On a, de par les événements qui reprennent, là, organisés par les différents organismes d'accompagnement, par le pool Images Réseau, qui fait beaucoup de choses aussi sur l'aspect deep tech, c'est facile de rencontrer tout le monde. Et nous, en fait, très tôt, nos cofondateurs ont constitué ce qu'on appelle un peu un board, ou en tout cas d'avoir des coachs très solides qui ont des réseaux incroyables et aussi des réflexes qu'on n'a pas forcément en fait quand on se crée. Donc à 360 en tout cas sur le projet d'entreprise. Créer son réseau. Merci. Olivier ? Oui, alors juste pour conclure, en fait, quand on est dans son laboratoire, on visualise le laboratoire dans un lieu plutôt obscur dans lequel les gens restent en fait. En fait, monter un projet de société, c'est vraiment ne pas avoir peur un jour de perdre la main sur ce projet. J'entends par là, quand on développe une technologie, on a toujours tendance à penser qu'on a la meilleure techno. Et peut-être c'est vrai. Et si c'est vrai, vous perdrez la main dessus et c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Et il faut savoir se dire, j'ai un bébé, je le porte. J'ai passé 20 ans, 30 ans à l'éduquer, on va dire. Et si j'en fais un adulte qui est vendu, on a gagné parce qu'on a servi à quelque chose au final. Merci à tous les 5. On arrive au bout de cet échange, je crois, en termes de timing. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions de la salle, s'il y en a? Eh bien, on vous écoute. Je vais parler en premier. Donc, si vous faites partie d'un établissement qu'on accompagne, donc d'un des 120 laboratoires de recherche sur les 2 régions, il n'y a pas de souci puisqu'on est la filiale entre guillemets des établissements et que dans ce cadre-là, on a des accords qui font des centaines de pages, incluant cette fameuse règle de confidentialité. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu abordé pendant
nos débats, mais c'est vrai que ce sujet-là, pour vous, en tant que chercheur, je pense que c'est un vrai sujet de fond sur lequel il est important que vous puissiez, un, être en confiance, et puis deux, après, qu'on arrive à vous accompagner aussi sur ça, parce qu'en tant que chercheur, vous avez, comment dire, des velléités de publier. Donc j'entends votre crainte par rapport à un projet, mais à l'inverse, ce qu'on vit plutôt au quotidien, nous, c'est plutôt dans le sens inverse, à savoir une tendance à vouloir publier, à vouloir beaucoup dire de choses. Et donc, c'est un doux équilibre à trouver entre trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter en confiance et surtout en sécurité juridique, et puis en même temps d'arriver à lâcher des informations pour pouvoir intéresser, comme on vient de le dire, des investisseurs qui, de toute façon, si vous ne leur livrez pas les informations qu'ils attendent, ne vont pas financer vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous, mais cette question de la confidentialité, je vous rassure, oui, c'est tout à fait cadré depuis tout le départ. Moi, je vais répondre au niveau d'un fonds d'investissement. Alors, bien évidemment, il y a des documents juridiques, mais au-delà du document juridique, finalement, nous, on est assez pragmatique. C'est notre business, investir dans des sociétés. Si demain, on trahissait des sociétés, et notamment, nous, notre territoire pour Brezop, c'est la Bretagne, ça se saurait très vite et on ne ferait plus beaucoup de business. Donc, il y a un côté aussi très pragmatique qui est, à un moment donné, des gens nous font confiance. Et nous, notre métier, il est basé sur l'intuitu personae et l'affectio societis. Et l'affectio societis, il passe par la confiance et la transparence. Il ne peut pas y avoir de transparence si demain, il y a une défiance vis-à-vis de donner des informations parce qu'on pourrait les communiquer à d'autres. Donc, et ça serait tuer notre métier. Je rajoute un petit truc. Il ne faut pas vous tromper. Les informations qui nous intéressent, ce n'est pas toujours celles que vous considérez comme les plus critiques ou les plus confidentielles. C'est celles que vous avez en général pas encore travaillées. Et nos questions sont là pour vous montrer l'étendue de ce qui reste à faire. Hein, et si je peux prendre un petit exemple un peu caricatural, votre idée a certainement beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance. C'est certainement très utile de la protéger profondément. Mais pour que quelqu'un ait envie de vous la prendre, c'est qu'il aurait comme idée de la valoriser comme vous. Il faudrait qu'il ait au moins envie d'y consacrer autant d'argent, autant d'énergie, autant de temps. C'est pas tellement évident de tomber sur quelqu'un comme ça quand on parle dans la rue. Donc il faut avoir des craintes, mais des craintes justes, parce qu'au-delà, ça vient finalement à un frein qui vous empêchera d'avancer. Merci. Une dernière question ? Bon bah écoutez, je crois que je vais vous remercier tous les 5, BPI qui nous a accueillis. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je m'appelle Sriram Rajan. J'ai une question pour le monsieur Stéphane. Oui, j'ai bien connu, vous êtes investisseur dans la région Bretagne. Est-ce que vous êtes ouverte pour l'autre région aussi, par exemple Normandie? Alors, le fonds Brezop, non, il n'investit que sur les 4 départements bretons. C'est sa mission, l'objectif qui a été confié par l'argent, censé être le FEDER Finance, le fonds Brezop, et la région a été à l'initiative de ce fonds-là. L'objectif, c'est de créer les relais de croissance économique de la région bretonne. Donc on n'investit pas sur d'autres territoires. En revanche, il y a d'autres fonds d'investissement sur la Normandie. On peut trouver Normandie Participation, et nous, on a d'autres fonds dans le groupe qui peuvent potentiellement investir sur d'autres régions. Mais Brezop n'investira jamais en dehors des 4 départements bretons. D'accord, ça marche. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc je crois que le mot de la fin, c'est que l'accompagnement en Bretagne, c'est simple. Venez nous voir, on travaille tous ensemble et on sera à vos côtés. Merci beaucoup et à très bientôt. On peut les applaudir, ouais, merci. Et d'ailleurs, c'est parfait, c'est la parfaite transition, puisque construire et démarrer une start-up, ça demande de l'énergie, et je pense que vous voulez recharger. C'est bien parce que c'est le moment du déjeuner. Juste avant, quelques petites informations. Donc les startups qui se sont inscrites à l'atelier quelle stratégie de financement pour la création et l'exit, c'est rendez-vous au 2e étage du bâtiment auprès de Haïti Digital. Voilà, on vous invite à y aller maintenant, comme ça vous pouvez enchaîner.
Et puis, moi, je vous invite à profiter justement du déjeuner pour aller rencontrer les différents acteurs que vous avez vus là maintenant et même d'autres. Posez-leur leurs questions, on est là pour ça. Et on se retrouve à 13h30 pétante pour la suite. Merci.